Bonjour, dans cette séquence, je vous propose de revenir un peu en détail sur les principaux outils statistiques qui permettent de faire une mesure des inégalités économiques. Quand on parle d'inégalités économiques, on s'appuie en général sur l'analyse de la répartition du salaire, du revenu disponible, du niveau de vie ou encore du patrimoine. L'objectif, ça va être de rendre compte comment cette variable est répartie à l'intérieur d'une population, quels sont les écarts entre les différentes catégories de cette population et comment on peut mesurer la dispersion d'une variable, le revenu, le niveau de vie ou le patrimoine à l'intérieur de cette population. Les premiers outils statistiques qui permettent de le faire, c'est le mode, la médiane et la moyenne. Le mode correspond à la valeur la plus représentée dans une catégorie statistique. La médiane, c'est la valeur qui sépare en deux groupes de taille égale la population étudiée. Et la moyenne, c'est la somme des valeurs observées rapportées au nombre d'observations. Si on prend un exemple très simple sur des notes à l'intérieur d'une classe, imaginons qu'on ait une classe de 22 élèves avec des notes sur un devoir qui vont de 5 à 18. On va voir que sur cet exemple, le mode est égal à 8 sur 20, puisque c'est bien pour la note de 8 sur 20 qu'on a l'effectif le plus important, c'est-à-dire le plus grand nombre d'élèves qui ont obtenu cette note. La moyenne qu'on va calculer parmi l'ensemble des élèves que l'on a sera ici de 10,5 et la médiane sera de 10 sur 20 puisqu'on va se rendre compte qu'on a ici 11 élèves qui ont une note inférieure à 10 et qu'on a également 11 élèves qui ont une note qui est supérieure à 10. C'est-à-dire qu'on a 50% de la classe qui a une note inférieure à 10 et 50% de la classe qui a une note qui est supérieure à 10. Ces outils, mode, médiane et moyenne, permettent de donner une représentation assez simple d'une variable mathématique, par exemple du revenu ou du patrimoine. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand on va comparer les trois ensemble. Par exemple, quand on a une population où, pour une variable donnée, on va voir le mode qui est inférieur à la médiane, qui est elle-même inférieure à la moyenne, alors on aura une population qui est plutôt concentrée sur les valeurs faibles de la variable étudiée. Si à l'inverse, on a une population où pour une variable donnée, on a le mode qui est supérieur à la médiane, qui est elle-même supérieure à la moyenne, alors on aura une population qui sera plutôt concentrée sur les valeurs hautes de la variable étudiée. Dans l'exemple des notes et de la classe donnée précédemment, on avait le mode qui était égal à 10, qui était inférieur à la médiane qui était égale à 10, elle-même inférieure à la moyenne qui était égale à 10,5. Ça veut dire que dans cette classe, j'ai en fait une plus forte concentration d'élèves sur les notes les plus basses qui avaient été attribuées. Je pourrais très bien avoir une autre classe qui aurait par exemple la même moyenne de 10,5, mais avec une médiane et un mode plus élevé, ce qui voudrait dire que là, j'ai une plus grande concentration de mes élèves sur les valeurs hautes des notes attribuées. Donc j'aurais deux classes qui pourraient avoir éventuellement la même moyenne, mais qui auraient en fait des configurations assez différentes. Donc ce qui sera intéressant quand on étudie les inégalités de revenus, ça sera par exemple de comparer le revenu moyen et le revenu médian pour savoir si on a plutôt une population qui est concentrée sur les revenus les plus faibles ou une population qui est plutôt concentrée sur les revenus les plus élevés. Comment est-ce qu'on va pouvoir étudier cette fois-ci la répartition du revenu parmi une population? On va travailler en imaginant une population de 100 personnes. Cette population est classée selon leurs revenus, du revenu le plus faible au revenu le plus élevé. Vous avez donc ici la personne qui a le revenu le plus faible et ici la personne qui a le revenu le plus élevé. On va choisir de découper cette population en 10 groupes de 10 personnes chacune. Chaque groupe représente donc 10% de l'ensemble de la population. On a donc ici les 10%, enfin ici 10 personnes qui représentent 10% de la population, ici à nouveau 10 personnes qui représentent 10% de la population. On va appeler chacun de ces groupes des déciles, on aura donc D1, D2, D3, etc. jusqu'à D10. D1 représente donc, si on parle de revenus, D1 représente donc les 10% de la population qui ont les revenus les plus faibles. D10,
va représenter les 10% de la population qui aura les revenus les plus élevés. Puisqu'on a classé nos individus par niveau de revenu croissant, on sait que cette 10e personne qui est là a un revenu équivalent à 12 870 euros. On sait que la 20e personne qui est là a un revenu équivalent à 16 570 euros. Donc on va pouvoir dire que les 10% les plus pauvres qui sont ici ont un revenu qui est inférieur à 12 870 euros, puisque les 9 personnes qui sont avant la 10e qui est là, puisqu'elles sont positionnées avant, c'est qu'elles ont tout un revenu qui est inférieur aux 12 870 euros de la 10e personne qui est ici. On va pouvoir dire aussi par exemple que les 20% des personnes les plus riches ont un revenu qui est inférieur à 16 570 euros par an. On pourra dire aussi éventuellement que les 10% les plus riches qui sont là ont un revenu qui, cette fois-ci, est supérieur à 59 490 euros. Voilà comment est-ce qu'on va lire les déciles qu'on aura construits à partir de la répartition des revenus entre nos individus. Alors il faut faire attention parce que certains documents vont nous donner non pas la valeur limite du décile, mais vont nous donner la valeur moyenne du décile, c'est-à-dire quel est le salaire moyen des 10% les plus pauvres qui sont ici, quel est le salaire moyen des 10% des salariés qui sont ici. Donc il faudra faire attention à la lecture du document, de bien vérifier si on a affaire à la valeur moyenne ou de vérifier si on a la valeur limite de notre décile. On peut par exemple étudier différentes situations. Les 40% les plus pauvres, qui sont donc les 40% qui se trouvent là, eh bien on dira que les 40% les plus pauvres ont un revenu de maximum 24 280 euros. Les 30% les plus riches, c'est les 30% qui sont ici. Ces 30% les plus riches ont un revenu qui est au minimum de 39 080 euros. Les 50% les plus pauvres qui sont donc ici, les 5 tranches qui sont là de 10% chacune, les 50% les plus pauvres vont avoir un revenu qui est inférieur à 28 570 euros. Sur un document, sur un tableau de ce type-là, on a une donnée particulière, une valeur particulière qui est à la limite entre D5 et D6. En effet, de D1 à D5, on a 50% de la population et de D6 à D10, on a à nouveau 50% de la population. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On peut dire qu'on a 50% de la population ici qui gagne moins de 28 570 euros et 50% de la population qui gagne plus de 28 570 euros. La valeur intermédiaire entre D5 et D6, c'est donc le revenu médian, puisqu'on avait dit précédemment que la médiane, c'est la valeur qui sépare une population en deux groupes de taille égale, en deux groupes représentant chacun 50% de la population totale. Quand on travaille sur les déciles, on a une donnée qui est intéressante à calculer, c'est ce qu'on appelle l'écart de dispersion complète ou le rapport interdécile. C'est le rapport entre D1 et D9. Dans le document qu'on a ici, D1 est égal à 12 870. Les 10% les plus pauvres gagnent moins de 12 870 euros. D9 est égal à 59 490 euros. La limite de D9, c'est 59 490 euros. Ce qui fait que les 10% les plus riches gagnent plus de 59 490 euros. Si je fais le rapport entre les deux, j'obtiens 4,62, ce qui signifie que les 10% les plus riches gagnent 4,62 fois plus que les 10% les plus pauvres. Dans l'exemple que j'avais pris ici, j'avais divisé ma population en 10 groupes de taille égale représentant chacune 10% de la population. On parlait donc de déciles. On va pouvoir faire d'autres choix. On pourra par exemple diviser notre population en 5 groupes représentant chacun 20% de la population totale. On parlera de quintiles. On pourrait décider de faire 4 groupes de 25% chacun, on parlera de quartiles, on pourrait surtout, ce qu'on trouvera aussi souvent, décider de diviser la population en 100 groupes de 1% chacun. On parlera alors cette fois-ci de centiles. Dans l'exemple qu'on a ici, où on a à la fois le revenu disponible par décile et le patrimoine par décile, on peut calculer le rapport de dispersion complète du revenu. En faisant D9 sur D1, on obtiendra 4,31. On peut calculer le rapport de dispersion complète du patrimoine, ou l'écart interdécile du patrimoine. D9 sur D1, on obtiendra 440. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les 10% les plus riches ont un patrimoine qui est 440 fois plus élevé que les 10% les plus pauvres.
et que les 10% les plus riches ont un revenu 4,31 fois plus élevé que les 10% les plus pauvres. Ce qui veut dire que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. La comparaison des rapports interdéciles va nous permettre de dire directement quelles sont les données sur lesquelles on a un niveau d'inégalité le plus élevé. Autre outil qu'on utilise pour étudier les inégalités, c'est la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. Pour travailler sur la courbe de Lorenz, on va tracer 3 éléments. On va d'abord tracer la droite qu'on appelle d'équirépartition du revenu, d'équirépartition du revenu du patrimoine. On tracera ensuite la courbe de Lorenz du revenu et on pourra, si on a les données, tracer la courbe de Lorenz du patrimoine. À partir des données qui sont mentionnées dans le tableau ici, voilà les courbes qu'on trace. Qu'est-ce que ça signifie? Cette courbe en rouge ici, c'est ce qu'on appelle la courbe d'équirépartition. Cette courbe d'équirépartition, c'est ce qu'on aurait, ou cette droite, pardon, d'équirépartition, c'est ce qu'on aurait si le revenu ou le patrimoine, selon ce qu'on étudie, est réparti de manière parfaitement égalitaire parmi l'ensemble de la population. En effet, ça voudrait dire que si la répartition est parfaitement égalitaire, que les 10% les plus pauvres reçoivent à eux seuls 10% de l'ensemble des revenus qui sont distribués, que les 20% les plus pauvres qui sont là reçoivent à eux seuls 20% de l'ensemble des revenus qui sont distribués. Donc ici, c'est la courbe de Lorenz, on peut dire qu'on aurait si la variable qu'on étudie, le revenu ou le patrimoine, est répartie de manière parfaitement égalitaire. Si je trace la courbe de Lorenz du revenu à partir des données que j'ai, je peux voir qu'effectivement, les 10% les plus pauvres qui sont là touchent à eux tous 3% de l'ensemble des revenus distribués. Les 20% les plus pauvres qui sont ici touchent à eux tous 7,5% de l'ensemble des revenus distribués. Les 30% les plus pauvres touchent à eux tous 13% de l'ensemble des revenus distribués, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'on arrive à tracer la courbe de Lorenz. Si je trace maintenant la courbe de Lorenz du patrimoine à partir des données qui sont sur le tableau, j'ai les 10% les plus pauvres qui possèdent 0% de patrimoine. Les 20% les plus pauvres possèdent à eux seuls 0,15% de l'ensemble du patrimoine distribué, etc., etc. Voilà donc sur ce graphique les deux courbes de Lorenz, celle du revenu et celle du patrimoine. Celle du patrimoine est beaucoup plus éloignée de la droite d'équirépartition que celle du revenu, ce qui signifie que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. L'intérêt de cette courbe, c'est qu'elle va nous permettre de lire directement quel est le degré de concentration du revenu et du patrimoine, et elle va nous permettre de comparer quelle est la variable, si j'en représente plusieurs, quelle est la variable pour laquelle les inégalités sont plus fortes. Si je m'intéresse au patrimoine, ce que je peux dire, c'est que j'ai par exemple les 50% les plus pauvres qui, à eux tous, ne sont propriétaires que de 7,2% de l'ensemble du patrimoine existant. Ce qui veut dire que les 50% les plus riches, eux, sont propriétaires du reste, c'est-à-dire des 83% du patrimoine qui se situe ici, de 7 à 100%. Si je prends par exemple les 90% les plus riches, les 10% les plus riches, les 10% les plus riches se situent de 90 à 100, donc les 10% les plus riches, eux, sont propriétaires de 45% de l'ensemble du patrimoine distribué, de 55 à 100. Ils sont propriétaires de toute cette partie du patrimoine, c'est-à-dire de 45% de l'ensemble du revenu distribué. Donc la courbe de Lorenz nous permet de lire quel est le degré de concentration du revenu ou du patrimoine parmi une population et nous permet, en comparant différentes courbes de Lorenz, de voir quelle est la variable pour laquelle les inégalités sont les plus fortes. Et là, manifestement, les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. À partir de cette courbe de Lorenz, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle l'indice de Gini ou le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini est une mesure de la surface qui est comprise entre la courbe de Lorenz et la droite d'équirépartition. Ça nous permet d'avoir une mesure mathématique de l'écart, finalement, de l'écart moyen qui existe entre la courbe de Lorenz et la droite d'équirépartition. Ce coefficient de Gini, mathématiquement, il est compris entre 0 et 1. Quand il est égal à 0, ça veut dire que la courbe de Lorenz
se confond avec la droite d'équirépartition. Ce qui voudrait donc dire que dans ma population étudiée, il n'y a aucune inégalité. Le revenu, si je m'intéresse au coefficient de Gini du revenu, le revenu serait réparti de manière parfaitement égalitaire entre l'ensemble de la population étudiée. Si la courbe de Lorenz, si le coefficient de Gini est égal à 1, ça voudrait dire que là on a un niveau d'inégalité total, ça veut dire qu'on aurait l'ensemble de la population qui n'aurait aucun revenu sauf une personne qui bénéficierait à elle seule de la totalité des revenus. Donc plus le coefficient de Gini se rapproche de 1 et plus le niveau d'inégalité est élevé, plus le coefficient de Gini se rapproche de 0 et plus le niveau d'inégalité est faible. On sait par exemple qu'en France, le coefficient de Gini du revenu en 2000 était de 0,27, en 2010 il était de 0,30. On peut donc dire qu'entre 2000 et 2010, les inégalités de revenus en France ont augmenté. Il y a un dernier type d'outils qu'on peut utiliser, c'est des outils qui nous permettent d'évaluer les inégalités économiques, mais d'un point de vue dynamique, c'est-à-dire comment elles se transmettent de génération en génération. Alors on peut tout simplement, pour faire ça, représenter par centile, comme ici, quelle est la profession des parents, des enfants dont on a les revenus qui sont ici. Par exemple, si je prends les 10% les plus pauvres qui sont ici, je peux voir que pour ces 10% les plus pauvres, j'en ai 27% dont les parents étaient ouvriers non qualifiés, 33% dont les parents étaient ouvriers, et j'en ai seulement 1% dont les parents étaient chefs d'entreprise et 6% dont les parents étaient cadres. Si je m'intéresse aux 10% les plus riches qui se trouvent ici, là je me rends compte que cette fois-ci, j'en ai 3% dont les parents étaient chefs d'entreprise, 35% dont les parents étaient cadres, et seulement 12 et 6% dont les parents étaient ouvriers non qualifiés. Si je m'intéresse aux 1% les plus riches, qui se trouvent ici, c'est-à-dire C99, le 1% les plus riches, là je me rends compte que j'ai 7% des gens dans cette catégorie-là, dans les 1% les plus riches, dont les parents étaient chefs d'entreprise, 47% dont les parents étaient cadres et seulement 3% dont les parents étaient ouvriers non qualifiés. Donc cette représentation-là permet d'avoir une idée de quelle est l'origine sociale des individus en fonction de leur niveau de revenu et donc de faire un lien entre le niveau de revenu des parents supposément lié à leur catégorie socio-professionnelle et le niveau de revenu des enfants. Mais il y a un autre outil qui est un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle l'élasticité intergénérationnelle des revenus. Alors la définition est un petit peu complexe, L'élasticité intergénérationnelle des revenus, elle permet d'estimer quel sera l'écart des revenus d'un enfant par rapport à la moyenne des revenus de sa génération en fonction de l'écart des revenus de ses parents par rapport à la moyenne des revenus de leur génération. C'est mieux si on prend un exemple, si on calcule l'élasticité générationnelle à 0,6. Comment on peut lire ça? Eh bien, ça veut dire que si mes parents avaient un revenu qui était 100% supérieur à la moyenne des revenus de leur génération, ça veut dire que mes parents avaient un revenu en fait qui était le double du revenu moyen de leur génération, alors moi, j'aurai un revenu qui sera 60% supérieur à la moyenne des revenus de ma génération. Pourquoi 60%? Parce que l'élasticité intergénérationnelle est de 0,6, donc si je fais 100% fois 0,6, j'obtiens 60%. Si mes parents avaient un revenu qui était 50% supérieur à la moyenne des revenus de leur génération, si l'élasticité intergénérationnelle est de 0,6, alors ça veut dire que moi, j'aurai un revenu qui sera 30% supérieur à la moyenne des revenus de ma génération. Pourquoi 30%? Parce que c'est 50% fois 0,6, donc 30%. Cette élasticité intergénérationnelle, là aussi, elle est comprise entre 0 et 1, en général. Une élasticité comprise égale à 0, ça signifie que le revenu des enfants n'est absolument pas lié au revenu de leurs parents. Une élasticité intergénérationnelle qui serait égale à 1, ça signifierait que les écarts de revenus qu'on avait chez les parents, on retrouve exactement les mêmes écarts dans la génération de leurs enfants. Donc les inégalités de revenus se transmettent à l'identique d'une génération à l'autre. Bon, voilà sur cet outil qu'est l'élasticité intergénérationnelle des revenus. On a fait le tour des différents outils qui permettent de mesurer les inégalités de revenus. J'espère que vous n'êtes pas trop épuisé et que vous en avez retenu l'essentiel. Merci et à bientôt.